Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans des extraits d'un livre vraiment fascinant. C'est un mémoire, Le rêve de mon père. Bonjour. Oui, un texte très personnel. Et la question au cœur de ce livre, elle est à la fois simple et, je trouve, assez vertigineuse. Comment est-ce qu'on se construit quand la figure du père, c'est surtout une absence? Ou pire, une collection d'histoires. Exactement. Des histoires racontées par d'autres. On va vraiment décortiquer ça. Comment un mythe se fabrique et puis comment il finit par voler en éclats face à la réalité. C'est tout à fait ça. C'est le fil rouge de ces textes. On suit une quête, mais ce n'est pas une quête d'aventure. C'est une quête vraiment intérieure. L'auteur doit naviguer entre les légendes, les contes qu'on lui a servis enfant, et puis la vérité. Une vérité beaucoup plus complexe et souvent douloureuse qu'il découvre bien plus tard. C'est le passage d'une idole à un homme, en fait. Voilà, on passe d'une figure de roman quasi parfaite à un homme fait de chair, de sang et surtout de failles profondes. Je pense que c'est un parcours qui parlera à beaucoup de monde. Alors, commençons par le début, justement. La naissance de cette légende. Le père, dans les textes, il est décrit non pas comme un homme, mais presque comme un personnage de la Genèse. Oui, c'est ça, presque mythologique. Il y a cette anecdote que raconte le grand-père, Grams. Elle est incroyable. Celle où le père, pendant une dispute, il soulève un homme du sol. Avec un calme olympien. Oui, l'image est d'une puissance folle. Et elle est faite pour ça. Chaque détail rapporté par la famille, c'est une pierre de plus qu'on ajoute à l'édifice de ce mythe. On apprend qu'il est brillant, qu'il a un PhD. Un terme que l'enfant ne comprend même pas, mais ça sonne important. Ça sonne comme une formule magique, oui. Et puis il y a sa voix. Une voix de baryton, cet accent un peu british qui le rend unique. Et son physique, noir comme du jet. Ce qui, dans le contexte d'Hawaï, à l'époque, devait le rendre... Encore plus exceptionnel, une sorte de divinité exotique. Tout est fait en fait pour le sortir du commun des mortels. Mais qu'est-ce qui rend ce mythe si nécessaire? Pourquoi y croire à ce point? Alors il n'y a pas que le besoin de l'enfant, le texte est très subtil là-dessus. Pour les grands-parents qui ont quand même bravé les conventions de l'époque en acceptant ce mariage interracial. Ah oui, c'est un point important. Eh bien, croire en cet homme exceptionnel, ça valide leur propre choix. Ça transforme une décision personnelle un peu risquée en un acte de foi. Une foi dans un idéal plus grand. Une sorte de bonne fiction, comme ils l'appellent. Exactement. Une fiction qui colle parfaitement à l'optimisme de l'Amérique de Kennedy, cet universalisme un peu naïf peut-être. C'est une fiction qui arrange tout le monde, en somme. Elle donne à l'enfant un sentiment d'ordre, une place dans une vaste histoire. Mais bon, cette construction, aussi belle soit-elle, elle repose sur des fondations très fragiles. Incroyablement fragiles, oui. Et l'auteur le résume en une phrase d'une simplicité brutale. Il dit « Il n'y avait qu'un seul problème, mon père était absent. » Et tout s'écroule avec ces quelques mots. C'est le paradoxe central. Le personnage le plus important de sa vie est un fantôme. Et la nature ayant horreur du vide. Il était inévitable que quelqu'un d'autre vienne combler ce vide. Et ce quelqu'un, en Indonésie, sera l'antithèse complète du mythe. Oui, parlons-en. L'arrivée de Lolo, le beau-père. Là, on change complètement d'univers. Fini l'intellectuel lointain, place à l'homme d'action, pragmatique. L'anecdote de la leçon de boxe est tellement parlante. Ah ouais. Le jeune garçon se prend un caillou, il va voir son beau-père, il attend du réconfort, non. Lolo lui met des gants de boxe au poing. La réponse est immédiate, sans fioriture. La première chose que tu dois faire, c'est apprendre à te protéger. C'est ça la leçon de Lolo. Pas les grands idéaux, la survie. Il vient d'un monde où la faiblesse, ça se paie cher. Parfois une dureté qui a été forgée par l'expérience. C'est une vision du monde à des années-lumière de celle des grands-parents américains. Il y a une autre phrase de Lolo que je trouve terrible. Il l'a dit à la mère Phil. « La culpabilité est un luxe que seuls les étrangers peuvent se payer. » C'est très fort. Ça veut dire quoi au fond? Que la morale, c'est une question de privilège? Dans le monde de Lolo, oui, absolument. C'est le monde de la survie, un monde post-colonial, violent, instable. Pour lui, les grandes théories sur le bien et le mal, tous les idéaux abstraits du père absent, ce sont des distractions. Des fictions dangereuses même. Oui, voilà, sa leçon est brutale. Le monde n'est pas juste, alors ne sois pas naïf, sois fort. Apprends à encaisser les coups et à en donner. C'est une éducation au réel, pure et dure. Donc d'un côté, on a ce mythe, cet intellectuel lointain, presque un concept. Et de l'autre, Lolo, qui lui apprend littéralement à se battre. C'est un choc des mondes. Mais c'est un choc nécessaire. Sans Lolo, le narrateur n'aurait jamais eu les outils pour affronter le monde tel qu'il est. Un monde où les PhD ne protègent pas d'un caillou. Le yo apporte une encre dans la réalité. C'est le contrepoint indispensable au mythe éthéré du père. Il apporte une autre définition de la masculinité. Mais même cette leçon de réalisme, ça ne peut pas éteindre la question originelle. Qui est le premier homme? Qui est le père biologique? Et la réponse,
ou en tout cas un début de réponse, arrive enfin. L'unique visite du père à Hawaï, le narrateur a 10 ans. On imagine l'attente, la pression. Ah oui. Et puis l'homme apparaît. Et là, c'est la première fissure dans le mythe. Il est décrit comme beaucoup plus mince que dans les histoires. Avec une ossature un peu fragile et des yeux jaunis. La chute est immédiate dans son esprit. Je ne pouvais l'imaginer en train de soulever qui que ce soit. Le géant n'est plus un géant. Le géant des légendes familiales se révèle être un homme d'une stature ordinaire, voire frêle. C'est la première confrontation du mythe et du corps physique. Mais le plus dévastateur, ce n'est peut-être même pas ça. C'est ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas. Pendant le mois qu'ils passent ensemble. Exactement. C'est vrai que le souvenir est décrit comme presque vide. Il ne reste rien de substantiel. Le texte dit « Il semble que tout soit irrémédiablement perdu. Pas de conversation profonde, pas de transmission, rien, juste des flashs. Son rire, une main sur l'épaule, son bouc qu'il caresse en lisant. C'est d'une tristesse. La rencontre n'a pas rempli le vide, elle l'a rendu plus tangible. Le fantôme est venu, il a pris une forme humaine, mais il est resté un fantôme. Il n'a pas livré ses secrets. Le mythe est ébranlé, mais il n'est pas encore mort. Il est juste devenu plus mélancolique. Voilà. Le coup de grâce, lui, viendra bien plus tard, et d'une autre personne. Des années plus tard, à Chicago, c'est l'arrivée de sa demi-sœur, Oma, qui vient du Kenya. Et elle n'a pas grandi avec la bonne fiction. Non, elle a grandi avec l'homme. Et là, Elle livre le récit sans aucun filtre. C'est un véritable dynamitage du mythe. Elle ne parle pas d'un intellectuel brillant, elle l'appelle le vieil homme. le vieil homme. Elle raconte un père qui ne leur parlait que pour les gronder. Elle raconte l'alcool, les accidents de voiture, la carrière brisée. L'amertume, la solitude terrible après le départ de sa femme. Oui, elle décrit un homme qui s'est lentement désintégré. C'est une image tellement brutale. On passe d'un héros de roman à ça. Cet homme brisé qui emprunte de l'argent pour manger, mais qui, pour sauver la face, fait des dons aux pauvres. Le choc pour le narrateur a dû être d'une violence inouïe. On sent la déflagration dans ses mots. La fiction, même abîmée par la visite à Hawaï, elle tenait encore. Omam la pulvérise. Elle la remplace par une réalité crue, sordide et profondément humaine dans sa tragédie. Il n'y a plus de place pour le mythe. C'est fini. Et la réaction du narrateur est incroyable. Il écrit cette phrase « Penser que j'avais passé toute ma vie à me battre contre ce qui n'était qu'un fantôme ». C'est une libération, mais une libération terrifiante. Le roi est nu, le rideau est tombé, mais qu'est-ce qu'on fait après ça ? Une fois que le fantôme qui a défini votre vie s'est évaporé. On part à la recherche de l'homme. On arrête de chercher un mythe dans le ciel et on va chercher des traces sur la terre. Et cette terre, pour lui, c'est le Kenya. C'est l'étape finale, l'étape essentielle de la quête. Le voyage au Kenya, le retour aux sources. Et là, dès le début, il y a ce moment avec la grand-mère, Sarah. Un moment d'une puissance. Incroyable. Elle ne parle pas anglais, Oma traduit. Et ses premiers mots, c'est d'une simplicité désarmante. Elle dit que maintenant tu es enfin à la maison. Tout est dit. C'est un ancrage immédiat. Pour la première fois, il n'est plus une anomalie. Il est une branche sur un arbre généalogique. Et c'est là que l'histoire du père, elle change complètement de dimension. Elle n'est plus individuelle. Non. Elle s'inscrit dans une lignée, une histoire bien plus grande, plus complexe. Et la clé de cette histoire, c'est le père de son père. Le grand-père Onyango, surnommé la Terreur. Un personnage encore plus grand que nature que le mythe du père. Mais cette fois, lui, il est ancré dans l'histoire avec un grand H. C'est un homme fascinant qui naît, herboriste, cuisinier pour les colons britanniques, un homme fier, dur, qui a été emprisonné, torturé par le système colonial. Et cette histoire d'Onyango, c'est pas juste une anecdote de famille, c'est la clé de tout. On comprend que l'ambition démesurée du père, son besoin obsessionnel de réussir en Occident, d'avoir ce PhD, ce n'était peut-être pas qu'une quête personnelle. C'était une réponse à ce qu'avait vécu son propre père. C'était sans doute une tentative de réparer l'humiliation subie, de venger par l'intellect et la réussite un homme qui a été brisé physiquement par le pouvoir colonial. Donc la tragédie personnelle du père, c'est l'écho d'une tragédie historique. Ça change toute la perspective. Le père n'est plus seulement un homme qui a échoué, il devient le produit d'une histoire qui le dépasse, d'une violence transmise de génération en génération. Son arrogance, ses failles, tout prend un sens différent. Le mythe du père était une histoire isolée, hors sol. Voilà. Alors que la réalité de l'homme, elle, est profondément enracinée dans l'histoire du Kenya. Le voyage ne donne pas de réponse facile. Il ne pardonne rien, mais il donne de la profondeur. Il remplace le mythe simpliste par une tragédie humaine complexe. Et cette quête, elle s'achève sur une image qui résume tout ce parcours. La visite sur la tombe du père, avec ses demi-frères. Au début, la tombe, c'est juste un carré de ciment brut, anonyme. Et puis, plus tard, ce ciment est remplacé par une véritable plaque funéraire. C'est un acte de reconstruction, n'est-ce pas ? C'est l'acte final.
c'est accepter l'homme dans sa totalité, avec ses échecs, sa complexité, et lui donner enfin sa juste place. Pas la place d'un dieu sur un piédestal, ni celle d'un fantôme dans un placard. Mais celle d'un ancêtre. Celle d'un ancêtre dans une lignée. C'est l'acceptation de l'héritage, non plus comme un fardeau ou un idéal inatteignable, mais comme une histoire, son histoire. Quand on regarde tout le chemin parcouru, c'est vertigineux. On part d'un mythe, d'une fiction nécessaire pour un enfant, et on arrive à une réalité humaine pleine de bruit et de fureur, imparfaite. La quête du père, finalement, elle s'est transformée en une quête de soi. En une recherche de racines qui permet de comprendre sa propre place dans une histoire qui a commencé bien avant soi. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière question, je trouve, une réflexion pour la suite. Le livre s'intitule « Le rêve de mon père ». Oui, après avoir suivi tout ce parcours, de la construction du mythe à la découverte de l'homme brisé, on peut se demander de quel rêve parle-t-on ? Est-ce que c'est le rêve du père lui-même, celui de réussir, de devenir un grand homme, de revenir en héros, un rêve qu'il n'a pas accompli ? Ou bien, est-ce que le titre parle du rêve que le fils a dû se fabriquer à propos de son père pour survivre à son absence et pour trouver son propre chemin ? Le but du voyage, finalement, ce n'était peut-être pas de savoir qui était vraiment son père, mais de comprendre ce que l'idée de ce père, ce rêve, a construit en lui. Exactement. Qu'est-ce que ce fantôme a bâti, malgré tout ?